تولين تيكو 5 أقلاق تورا نسد ثقرة نتفسك يكي نتوثلاين ثيمانين انه سطانا 2020 تولمت نخمد كان سنت ذويلين يوثك ذا موحن تيلماتين ندي هضرن فلاس في سنات اكت مهالت ادولا مكان ايناس كالفا كانتي ادي مسلاين غفاس كايكين ثورا قلا نساد غير تقرا داس ويسينا نقارو عندها ثورا كان يدي مسلاين غير موحن تيلماتين ما تنوجي في ثلاثه نتذويل تكير مسا مارزيا راي نتسافي تنمالت تكنيكيت اكد تايوالت نتفاس كايكين على ديريكتريس تكنيك de communication سينيرا زول في اللام او يفون ادو كان استريد خاطر يتفتش طاح الوقت بغا تروح تخدم الكوتي تكنيكي وكني تسقط فاسكاكي سينير مولا شيغيلي فمسا مارزيا راي ادينير ذا شو البيلون نتفاسكاكي دو بوين دو فيو تكنيك اكد communication تنغور مصور. Voilà, alors bonsoir, je suis Martia Rey. Pour le premier stage, je m'occupe de la communication et aussi de la façon technique, le site internet et la réalisation en direct des conférences et des vidéos, des documentaires qu'on a mis en ligne. Oui. J'ai travaillé aussi pour quelques performances musicales parce que je suis aussi musicienne et avec mon groupe, j'ai travaillé beaucoup de fois pour le Premio Stana pour faire les performances avec les artistes, avec les auteurs qui ont été premiers. Et dans cette premio ici, l'édition spéciale, nous avons fait un travail sur le comptage, une mot qui veut dire comptage, je crois en français, contagio en italien, et il est resté dans la communication aussi maintenant comme imprécation. Et alors c'est une moyenne pour dire comme la pandémie est restée dans la mémoire sociale. Et voilà, on a travaillé beaucoup pour mettre en scène tous les auteurs qui sont passés dans cette année pour le Premio Stana. Et nous sommes très contentes d'avoir fait une rencontre en ligne et aussi en direct. C'est un jeu de mots alors, contagio, c'est contamination en français. Contamination, merci. Donc c'est un jeu de mots que vous avez fait au regard de l'actualité et vous l'avez fait en occitan, j'espère. En franco-provençal et aussi il existe en occitan. Ah, ben voilà. Donc c'est ce qu'on appelle profiter de l'actualité pour un usage linguistique propre. Voilà. Merci beaucoup Madame Marzia Rey. سميتها كان ذاك المارزيا راي نسافي تسنمالت نتغوالت اكثر تكنيكيت نو نتفسكاكير نوسطانا يدي لنا سبوساس ودمكان الانترنت وحمد زول فلاك ذيك تسنات تانتوغا الدوغا مشى سوذم نظام ذاك تسكاد الفسكاكيا سواء كانت هضمات الدنيا وكان فاش تاكير لكن زول فلاك محمد الزول فلاك رشيد الزول ودي سلم. Madame Inès Calva-Cante. Et maintenant, nous sommes à la fin de cette édition de 2 jours, hier et aujourd'hui. Mohamed qui vient de clôturer le 2e journée. Ça serait bien, avant de nous donner ton bilan, on te dit bonjour encore une fois à Zoufla. Bonjour à ceux qui regardent la télévision du Gisenyi. Tanmir, Madame Inès Calva-Cante, on aimerait bien savoir que nous sommes arrivés à la fin de cette édition Internet d'Ostana, c'est le dernier jour et c'est Mohamed qui a clôturé cette édition. C'est quoi le bilan, Madame Inès Calva-Cante, le bilan de votre festival? Est-ce que ça a été une réussite? Est-ce que vous êtes content? Oui, on est très content parce qu'on n'a pas encore un bilan complet de toute la manifestation,
parce que ce soir, il va encore durer jusqu'à 2-3 heures, mais on peut dire que le bilan de cette édition de Prix Ostana extraordinaire online, et c'est très bon. Avant tout parce qu'on est passé pratiquement presque sur tous les journaux au niveau régional, au niveau national, sur plus de 15 radios, sur des chaînes de télévision. Donc, comme si on avait fait les prix à Ostana, parce qu'ils l'ont raconté sur le journal, le festival. Et ça, c'est très bon. Et pour ce qui vous regarde, il y a eu une page entière sur un journal national qui parle de votre situation, de votre minorité linguistique. Donc, c'est très, très bon. Et il s'est tout bien passé du point de vue technique. Et ça, c'était pas sûr parce qu'on a pris des risques de faire des directs, de faire performance artistique, de faire plusieurs choses, de travailler sur le site Premio Ostana, de travailler avec Zoom, de travailler sur Facebook, etc. Donc, c'est tout bien passé et tout le monde, enfin, il était satisfait parce qu'il n'y a pas eu de problème, sauf quelques petites choses, on n'a pas eu de problèmes techniques. Et on a eu, je pense, une belle visibilité à niveau international. Il y a des antennes parlementaires qui se sont reliées avec nous. Il y a le CIEMEN, que c'est un centre de minorité linguistique en Europe qui s'est intéressé. Donc, plusieurs, aussi au niveau européen, ils se sont intéressés à le travail qu'on a fait. Donc, vu que notre objectif, c'est celle de poser l'attention sur les langues et la différence linguistique dans le monde et les conséquences qui viennent, ils vont être dans les peuples qui sont opprimés, et c'est ça qui nous intéresse. Je pense qu'il y a eu une richesse de discours qui sont arrivés de plusieurs parties du monde. On a eu même un témoignage de Bob Bollman de New York qui a raconté la difficile situation qu'il a s'est passé. Lui, il est 90 jours qu'il ne sort pas de sa maison, que c'est vraiment là où il arrive tous les désordres. Et il y a le Cheyenne qui a raconté comme le peuple Cheyenne, il arrive que la police il va tuer beaucoup de personnes et même ils vont tuer beaucoup de femmes. Et le discours de là, il s'est relié beaucoup de thèmes, de la biodiversité aussi, sur le plan de climat, sur plusieurs plans. Donc, on peut dire que cette édition online, avec toute la richesse des contributions qui sont arrivées de plusieurs parts du monde, il a donné, je pense, une idée de la complexité de la diversité. Et même ce qu'il a dit moi avant, il a apporté une voix différente dans une homologation de communication que c'est devenu vraiment un peu insupportable. Merci beaucoup, Inès Cavalcante. Je vais traduire dans notre langue ce que vous venez de dire brièvement. كنت مسا إنس كالفاكانتي تفسكر تعدى أكن إيواثا نفرح طاس تيرمي تمزوروث تسويذ الانترنت ذاكن تصني غميسن راديوات تلفزيوات أما ذو سوير انتمنات ريجونال نا سوير أغناو نا ناسيونال هضرت درفاس كايكير وذين يصراحن ذين غادي يفكن الجهد وكنيا ان الحو غير زات نشكي كان السوز اللي كان حطوا نزميرا عندنا نسوق الكلش مشى وقال تمثال تاع فرانسيس فما ندير كلشي دنا. Donc la prochaine question avant de laisser la parole, avant de donner la parole à notre troisième invité Mohamed Telmatil, c'est de nous parler un peu des perspectives d'Ostana pour l'année prochaine 2021. Comment comptez-vous élargir ou voir comment voyez-vous la prochaine édition 2021? Voilà, c'est ça ma question, Madame Inès Cavalcante. On va réfléchir
avec Mohan, aussi avec vous, pour voir comment, à part naturellement les prochaines années, on sera au Stana, on va intégrer la partie online avec la partie directement qui se va tenir au Stana, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a la nécessité réelle de créer un réseau un peu stable entre nous, entre les langues qui veulent un futur différent, pour dire ce qu'il a dit aujourd'hui, pour faire sentir une autre voix respect à les voix officielles, qui sont plus ou moins toutes les mêmes. Et nous, on doit se mettre en question et faire sentir notre voix sur les arguments qui regardent le futur du monde. C'est ça qu'on a le devoir de faire, et je pense que cette Premio Stan ici, il a entraîné cette dynamique. Et je veux dire que l'argument, ce n'est pas à nous, c'est à tous ensemble de le développer et de construire quelque chose de différent qui soit un point de référence pour les journalistes, pour les opinionnistes et aussi pour les personnes qui vivent dans les territoires. تنمية مسا إناس كالفاكانتي تغان نروح تنفقير ويس كراض وكي ذموحن تلمتين توغا كان إيجي كفا أسراقينس سوذما كي الانترنت دارني يتبعيثي دو سيرو يتوخذ من أكا في ديسم نتسا. Maintenant je vais tourner mon regard à Mohan Telmatin qui va nous donner un peu ses impressions pour sa conférence qui vient d'avoir lieu juste maintenant, suivi du film, projection. Et j'aimerais bien qu'il nous dise, Dr Mohan Telmatin, son impression par rapport à cette édition Internet d'Ostana 2020. Alors, merci Rachid de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer sur cet important festival. Alors, ce que je voulais dire d'abord, encore une fois, c'est que moi, depuis que je l'ai connu en 2017, je trouve que c'est un festival, s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. D'abord, parce que, enfin, les peuples minorés et les minorités ont un cadre alternatif au cadre officiel qui existe, qui a été créé par les États. Or, les États sont loin de représenter la diversité culturelle et linguistique qui existe dans le monde. Ce festival a réussi un exploit qui est assez extraordinaire. C'est avec très peu de moyens, ça je peux en témoigner, très peu de moyens, ils ont réussi à réunir des peuples, à donner voix à des peuples on n'en avait jamais entendu parler auparavant ou dont on ne lit jamais rien dans les médias publics notamment, d'une part. D'autre part, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce festival, il allie à la fois, donc il insiste sur la diversité, l'importance de la diversité comme équilibre écologique. La diversité, c'est important pour l'équilibre écologique de la culture, de la civilisation humaine. On ne peut pas nous permettre de voir comme ça mourir des langues et des cultures à chaque fois. Parce que chaque culture, chaque peuple apporte quelque chose à cette humanité. Et cette homogénéisation, cette globalisation, cette uniformisation est absolument fatale pour l'humanité. C'est comme un système, c'est comme un écosystème de la nature. Chacun a sa fonction. Et voilà pourquoi c'est important. Ensuite, il faut dire que pour ce festival, il a aussi une capacité d'adaptation aux nouvelles situations. C'est-à-dire que ce n'est pas un festival folklorique qui traite les cultures, où on montre des costumes traditionnels ou uniquement de vieille musique. Non, c'est un festival qui essaye de s'inscrire dans l'actualité, dans les problèmes actuels. Nous avons entendu tout à l'heure l'expérience de cette performance de Marcia avec le concept de contagio. Comment, à partir d'un concept très actuel, contamination à cause du Covid, on fait une performance dans sa langue et sa culture. Et puis, un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que le festival n'est pas fermé. Ce n'est pas un festival d'Européens. C'est un festival
qui s'adresse à toutes les cultures du monde. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de frontières. Il est ouvert à tous. Et nous sommes vraiment très fiers d'avoir participé comme deuxième peuple africain, après le Yoruba, hein, si je ne me trompe pas, Inès, Oui. À participer cette fois-ci. Et j'espère que nous allons ouvrir vers d'autres cultures berbères, hein, et parler très souvent de cette présence. Pourquoi c'est important pour nous? C'est très important parce que ça nous permet de nous réinscrire dans notre environnement culturel naturel qui est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. On nous a arrachés à cet environnement naturel. Nous sommes une culture qui a donné Saint-Augustin, qui a donné Cyprien, qui a donné des papes. Et depuis, cet humanisme, où les noms sont énormes, il y a énormément de gens. On nous a arrachés à notre ancrage naturel, culturel, qui est la Méditerranée. Donc, c'est très important de se confronter, de ne pas s'affronter. Cet Occident n'est pas du tout notre ennemi, comme certaines voix islamistes essaient de le dire. Et lorsque nous sommes venus la première fois, un des participants, Samir, il a dit quelque chose d'ailleurs dans la vidéo. Il a dit, purée, nous ne sommes pas les seuls dans le monde. Il y a d'autres peuples qui ont les mêmes problèmes que nous. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que nous avons les mêmes problèmes. Les peuples minoritaires ont souvent beaucoup de similitudes. Pourquoi? Parce que le input, c'est le même. Si le input, c'est le même, le output, c'est le même. Lorsque tu as une culture centralisante et centralisée, et tu as des cultures périphériques, tu as des mécanismes similaires. Et c'est ce que nous retrouvons dans ce festival. Voilà. Je ne voudrais pas m'élargir énormément là-dessus, parce qu'on pourra parler des heures, mais simplement dire encore une fois, le dernier avantage, c'est qu'un festival comme celui-là nous permet aussi de donner un peu de visibilité à nos langues et nos cultures. Visibilité que refusent de nous donner nos propres États. Voilà pourquoi c'est aussi important. Et j'espère que pour les perspectives, nous allons continuer à travailler avec le Festival d'Ostana. Je suis sûr que nous pouvons apporter des choses, comme surtout, nous allons apprendre beaucoup de choses dans ce festival. Et encore une fois, merci Inès pour tout le travail que vous faites, c'est vraiment admirable. Et merci à toi Rachid pour tout ce travail de diffusion qu'il est en train de faire. Merci. Imagine-toi qu'il y a une télévision comme toi qui en parle et pas toutes les télévisions étatiques que nous avons, qu'elles soient d'ailleurs de langue arabe, de langue berbère. Merci. Ouais. J'enchaîne un peu sur ce qu'a dit notre ami Mohand. À mon tour de vous féliciter d'avoir non seulement vouloir sauver votre culture langue occitane, mais avoir donné la visibilité, l'occasion à d'autres langues environnantes de la Méditerranée et un peu partout dans le monde de s'exprimer et d'avoir cette visibilité qui nous manque. Ceci dit, on aimerait bien parce que quand nous avons diffusé le reportage ou bien l'interview avec vous, Madame Inès Calva-Kante, des gens sur Internet ou par téléphone m'ont dit ça serait bien lorsque vous allez la rencontrer une deuxième fois, Madame Inès Calva-Kante, les gens ils veulent savoir c'est quoi l'Occitanie du point de vue langue, culture, c'est quoi leur aire géographique, combien sont-ils en termes de millions d'habitants, ou de milliers, ou de centaines de milliers, et à quoi ça ressemble, à quelle famille linguistique, latino ou pas. Donc, on aimerait bien, si vous voulez nous donner un aperçu global sur l'Occitanie, l'Occitan, la langue occitane, et culture. Alors, l'Occitanie, c'est 13 millions d'habitants. L'Italie, sont 200 000. En France, ils sont 7 grandes régions du Sud, la Provence, le Languedoc, le Midi-Pyrénées, la Gascogne, le Limousin, l'Auvergne. Et ils sont plus ou moins 13 millions d'habitants, parce qu'après, il y a seulement plus une petite enclave en Val d'Aran, une vallée qui va vers en Catalogne, et là, ils sont 7000 personnes, 10 000 personnes, une chose comme ça. Donc, l'Occitanie, il a eu son période majeure dans les 1200, aux périodes de troubadours,
qui était, il y a eu un fleurir d'une grande civilisation qui a été tuée avec la crociata religieuse, avec la, je ne sais pas comment on dit en français, la crociata contre les albigeois. Il y avait une religion hérétique, c'était le catharisme, et avec cette excuse-là, le pape, il a envoyé cette croisade qui a tué cette civilisation, la civilisation d'Orc. Mais la langue et la culture occitane, ils ont toujours continué à exister. On a une grande littérature, la langue occitane, il a une grande littérature. De 1200, on dit pour simplifier que la langue d'Orc, c'est comme l'anglais aujourd'hui, dans la mesure les troubadours, il allait dans toutes les cours européennes, chez les nobles, et il était parlé un peu partout, aussi en Italie, à la cour de Sicile, etc. C'est une langue néo-latine, elle est par exemple à la culture italienne, parce que Dante Alighieri, quand il a fait la Divina Commedia, avant il habitait en Provence et il savait très bien la langue d'Oc. Et la preuve, c'est que aussi dans la Divina Commedia, il y a les seuls vers qui ne sont pas en italien, ils sont en langue d'Oc. Et donc, cette langue, cette culture, ils ont continué à exister dans tout le sud de la France. Nous, dans notre vallée, la découverte qu'on parle la langue occitane, c'est récent. C'est seulement 50, 60 ans qu'on le sait. Avant, on ne savait pas que cette langue il était parlée dans tout le sud de la France et on disait, pour notre manière de parler, on parle à notre manière, parler à notre mode. Et je me rappelle toujours, je viens d'un petit village de montagne, de 1700 mètres d'altitude. J'étais monolingue quand je suis allée à l'école et je me rappelle toujours que ma grand-mère, il passait quelqu'un qui venait à Elva et à ce pays et lui demandait mais qu'est-ce que c'est cette langue que vous parlez pareil étrange et elle disait toujours on ne sait pas, on ne sait pas. Et quand il est arrivé en 68, il y a eu un grand mouvement politique et culturel en Occitanie française et il est venu habiter nous François Fontaine, il était fondateur du Parti nationaliste occitan en France et qu'il a fondé dans notre vallée le mouvement autonomiste occitan. Et donc, nous, on a été les premiers militants politiques dans notre vallée. Et là, il a commencé un mouvement de revendication et de travail. Et je veux encore dire une chose, que ce n'est pas en faveur le fait qu'on va hospiter d'autres langues, mais c'est une nécessité. Parce que je suis convaincue vraiment qu'on est capable de faire un mouvement mondial qui va expliquer aussi à les personnes qui ne sont pas de langue minoritaire les nôtres raisons. Et on a beaucoup de raisons et je pense qu'on peut faire adhérer à notre raison beaucoup de la société qui n'est pas minoritaire. Si on ne fait pas ça, je pense que toutes les langues sont plus ou moins en péril. Alors, c'est vrai que, par exemple, on prend l'exemple du catalan. Le catalan, il y a quelques années, il semblait qu'il était dans le paradis terrestre, parce qu'ils ont fait des choses exceptionnelles, leur langue, leur culture, leur économie, tout ça, ça allait très bien. Mais par exemple, maintenant, le mouvement catalan, il passe un moment très, très, très difficile. Et aujourd'hui, une femme basque nous a expliqué que même les Basques, dans ce moment ici, c'est pas qu'il se passe très bien. Donc, je pense qu'il y a cette nécessité, voilà. Alors, le Priostana, il veut mettre le focus sur ça et il veut créer un mouvement mondial sur cette question. Et c'est tout. Merci beaucoup. C'est des clarifications qui sont utiles pour nos téléspectateurs pour qu'ils sachent, parce qu'on ne sait pas trop sur l'Occitanie. On connaît un peu le catalan, le basque, mais l'Occitanie, c'est la première fois, j'avoue, qu'on entend si bien. C'est une occasion
que vous nous avez donné avec Via Ostana de savoir un peu plus sur la réalité occitane dans le sud de France et nord d'Italie. Ceci dit, je vous laisse, avant de passer la parole à notre ami Mohand, le mot de la fin, ton mot de la fin avant de clôturer l'émission. Inès, c'est quoi le mot de la fin? Buona nuit à toute la gente, à toute la Kabylie, à toute Amazigh et à tous vos peuples. Wow. Bonne nuit. Merci Madame Inès Kalvakante. Maintenant, je reviens sur Mohand pour dire son dernier mot. C'est quoi ton dernier mot, Mohand? Merci beaucoup. Alors, le dernier mot, on aura Welengero, simplement vous remercier tous, aussi bien Inès que toi, pour la couverture. Pichine pour la couverture, Inès pour le festival et avoir donné l'occasion donc aux Kabyles et à travers eux à tous les Amazirs d'être présents, d'avoir cette visibilité au niveau international. Et puis dire peut-être à nos amis, aussi bien occitans que Kabyles, que Amazir, Rif en général, deux choses. Une chose très importante, passer à l'écriture, écrire, produire. Tout le monde peut faire quelque chose, chacun dans son domaine. Ne pas attendre une légalisation, nor une officialisation. Tisneth, la deuxième chose, l'écriture est importante quand elle est présente, elle rentre dans l'enseignement. Et l'enseignement, comme je disais tout à l'heure, c'est le meilleur rempart contre l'obscurantisme. Et c'est la meilleure ouverture vers l'humanité. Voilà ce que je dirais comme mot de la fin. Merci encore. ثاني محمد ثان ديزنا نقارون محنا ندقار القبائل إما زين ثم تا وحافظ ثيغا الصح وكيد سوين فاس كانوا وسطنا ثيغا سوتلاين يمانين يسيا الملي اللي ذولين يزونوا دينا قيمة دي ثلويث